Bonsoir, bienvenue, cher public, à ce webinaire sur la question de la généralisation du BIM, opportunités de carrière ou bien barrières à l'entrée pour le secteur du BTP. Webinaire qui est organisé dans le cadre du partenariat entre SSK Business School, Terra Modus et WeLearn. Donc, comme vous le savez, c'est une question que nous allons aborder autour du BIM et leur impact sur la gestion de carrière dans le BTP. Mais avant d'aborder cette question avec les experts que nous avons avec nous ce soir, quelques mots d'abord sur le BIM. Donc, il s'agit d'une approche relativement récente qui est là pour mener les projets de construction et qui consiste principalement en la préparation d'une maquette numérique. Cette maquette numérique, c'est un modèle 3D du bâtiment enrichi d'une quantité de données. La deuxième grande particularité de cette maquette, c'est qu'elle est conçue dans une approche collaborative, donc par l'ensemble des intervenants. Du coup, en quelque sorte, une approche réseau plutôt qu'une approche silo dans la méthodologie conventionnelle. Autre élément, cette maquette est censée demeurer la référence du bâtiment durant toute la durée de vie de celui-ci. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi dans le cadre de ce webinaire des experts en la matière. Je vais commencer par les présenter selon l'ordre alphabétique. Nous avons avec nous Anthony Carta, CEO de ForBIM. Il est l'auteur de la thèse L'intégration du BIM dans un bureau d'études. Il a mis en place le BIM dans un des plus gros bureaux d'études suisses et chez un major de la construction. Alors, il nous a fait le plaisir tout dernièrement d'être à l'initiative et à la création de l'événement les Marrakech du BIM au mois de juin. Alors, il nous a démontré qu'on peut parler de sujets techniques assez pointus dans la joie et la bonne humeur. Mon cher Anthony, on n'a eu que des bons retours de cet événement et je peux vous assurer que l'ensemble des Marocains n'attendent que la deuxième édition. Donc, on espère qu'elle sera aussi passionnante que la première. Comme on aime le signaler, Anthony est aussi un passionné du BIM. Nous avons avec nous également Ptissam Gzar. Elle est ingénieure et directrice de projets de construction durable au sein de Sustainway, accréditée par des organismes internationaux tels que Certivia, USGB, CE. Elle accompagne les projets de construction dans la mise en place de démarches environnementales certifiées LEED, HQE ou encore Passivhaus. Tissam est titulaire du master spécialisé de l'École Hassania des travaux publics, BIM et ses applications. Nous allons avoir plus tard professeur Hassan Jarrar qui va nous rejoindre. Alors, professeur Hassan Jarrar est un professeur universitaire habilité à diriger la recherche, longues expériences en recherche et développement en milieu industriel et universitaire. Ses principaux axes de recherche sont dans le BIM, l'interopérabilité et les normes et les standards géospatiaux. Il a été à la tête et à la direction de pas mal de projets assez stratégiques en la matière et il a été aussi l'auteur de pas mal de livres sur la question. Nous avons également avec nous Zakaria Sadiq. Zakaria Sadiq, il dirige Alto Eco et excusez-moi, juste un petit souci technique que je suis en train de régler.
Pardon, Zakaria Sadir, auditeur, conseiller en énergie environnement, il dirige Alto Eco, de conseil environnemental et énergétique pour les bâtiments et les espaces urbains résilients et durables. Zakaria est un passionné d'innovation en architecture, notamment bioclimatique, expert qualifié Passive House Designer. Il est également enseignant dans des écoles d'architecture à Rabat et à Casablanca. Alors, sans trop tarder, je m'adresse à toi, cher Zakaria, pour la première question. Alors, pourquoi, selon toi, c'est vraiment le moment de s'intéresser au BIM pour diriger sa carrière? Zakaria, Bonjour, la parole. merci. J'espère que vous m'entendez bien. Tu peux me confirmer avec Rani. Oui, oui, on Merci t'entend à parfaitement. Willem. Parfait. Ok. C'est Merci parfait. à Willem, à ses partenaires, aux membres ici intervenants. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour le BIM. Le BIM est toujours un outil qu'il est, qui aujourd'hui ou hier ou demain est toujours un outil au service des concepteurs. Euh, et au service de l'éco-conception. Si je rapporte ça à mon domaine, l'énergie et l'environnement et la réduction des impacts, de manière générale, les impacts environnementaux, mais également la perte, les pertes d'énergie, les déchets, les problématiques des déchets dans le bâtiment, les problématiques des erreurs dans le bâtiment. Toutes ces questions sont traitées à travers des outils tels que le BIM. Donc, il n'y a pas de bon moment. Le BIM est indispensable et je dirais aujourd'hui même, il est obligatoire et on le voit dans plusieurs pays dans le monde où le BIM est devenu obligatoire dans les marchés publics, sans parler des marchés privés où les investisseurs, les développeurs immobiliers sont convaincus que c'est un outil qui permet de réduire les erreurs, de réduire les impacts et d'intégrer une démarche d'éco-conception permettant de maîtriser les coûts, maîtriser les performances et d'atteindre des objectifs être mieux outillés pour atteindre des objectifs. Donc, à mon sens, il est obligatoirement nécessaire de recourir au BIM en face aux enjeux qui soient des enjeux environnementaux ou des enjeux liés à la question énergétique qui devient de plus en plus critique avec les problématiques géopolitiques, avec l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, à mon sens, c'est un outil indispensable et obligatoire à utiliser. Et Zakaria, par rapport au projet dont tu as la charge ou tu serais impliqué, je sais que tu es passionné par l'innovation et du coup, tu es aussi pas mal impliqué dans des projets qui portent cet ADN. Est-ce que, vous- est-ce que tu sens qu'il y a une vague ou bien c'est encore au niveau national, c'est encore un stade embryonnaire? En effet, je pense par rapport au volume de bâtiments et aussi dans les villes nouvelles au Maroc, parce qu'on en construit quelques-unes quand même. Aujourd'hui, le BIM, malheureusement, n'est pas encore assez démocratisé, assez généralisé auprès des professionnels. Moi, dans le périmètre où j'interviens, je le trouve surtout sur des projets avec un niveau de qualité poussé, particulièrement dans le secteur tertiaire. Je le vois rarement, voire ouais, très très rarement dans le secteur résidentiel. Et on sait très bien qu'au Maroc, on construit beaucoup plus de logements que de bâtiments tertiaires, notamment avec le logement social. Euh, donc, son utilisation est encore très limitée. Mais comme je disais avant, il est très, très apprécié. On avait, il y a quelques semaines, une conférence à la Chambre de commerce française où il y avait un intervenant d'une filiale de la Caisse d'épargne et de gestion marocaine, la CDG, dépôt et de gestion, pardon, qui a témoigné que le BIM lui a permis de faire des économies dans son bâtiment, des économies par rapport à un bâtiment certifié HQE et bas carbone, qui est une première au Maroc,
et osmose aussi, sur lequel Sam peut revenir peut-être éventuellement plus tard. Euh, donc, ce choix de certifier HQE, bas carbone et osmose, donc triple certification, devrait lui coûter plus cher. Et grâce au BIM et bien sûr d'autres solutions, ça ne lui a pas coûté plus cher. Au contraire, il a pu faire des économies. Donc, ça concrétise un peu, à mon sens, ce que je disais avant, qu'à travers ces outils, on peut faire des bons choix et maîtriser notre projet. Et par rapport à ta question, aujourd'hui, malheureusement, le BIM n'est pas encore suffisamment utilisé et démocratisé dans la profession de la construction au Maroc. Merci, Zakaria. Petit Sam, alors justement, après ce que Zakaria vient de partager avec nous, quel serait ton ressenti? Est-ce que justement le fait que le BIM, en étant une activité, je dirais, en émergence, est-ce le bon moment pour s'y mettre, pour commencer à essayer de tracer son chemin dessus, essayer de se faire sa place, ou pour toi, c'est encore tôt? Comment tu ressens la situation par rapport à une éventuelle je dirais, adoption du BIM? D'accord. Bonjour à tous. Merci Abdelghani, merci Zakaria. En fait, moi, par rapport à ce que vient de dire Zakaria et par rapport à l'intégration du BIM au Maroc et dans le secteur du BTP, je pense que c'est le meilleur moment pour l'intégrer parce qu'au vu de la conjoncture actuelle, qui est marquée par une fluctuation des prix avec des retards d'approvisionnement, beaucoup d'aléas du chantier. Donc, on remarque que tout ce qui est coût, tout ce qui est délai, ce n'est plus maîtrisé et c'est de plus en plus difficile à maîtriser. Les entreprises actuellement, ils ont du mal à avoir des marges positives sur leurs projets. Donc, je pense que la solution à tout cela serait d'optimiser les manières de faire. C'est-à-dire que à défaut d'avoir un monde idéal où il n'y a pas d'aléas, il n'y a pas de contraintes, donc il faut revoir les manières de faire, il faut revoir ces manières, la gestion de projet, comment est-ce qu'on pourrait optimiser tout ça pour éviter des modifications, pour éviter des dépassements de délai. Euh, et donc, ça sera aussi la solution d'aborder tout ce qui est enjeu des développements durables, changement climatique. Donc, c'est une méthode qui est agile et qui est collaborative, qui va intégrer, qui va fédérer tout le monde autour d'une maquette numérique. Donc, on n'aura pas une perte d'information. L'information elle sera centralisée autour d'une maquette numérique. Donc, on aura optimisé en défaut, on aura optimisé tout ce qui est donc, erreur d'exécution, etc., parce qu'on aura une conception assez mûre. Et donc, je pense que ces optimisations-là, ils sont très importantes à ce moment-là pour compenser tout ce qui vient avec la crise sanitaire, avec la crise économique. Et donc, voilà, ça va optimiser en termes de coûts, ça va optimiser en termes de délai d'exécution et de développement des projets. Merci beaucoup, petit Sam. Je retourne maintenant vers Anthony. Donc, comme on vient de constater, nous sommes dans un marché embryonnaire au Maroc en ce qui concerne la mise en place et l'adoption du BIM. Et par ce fait, il y a relativement un manque de maîtrise sur l'organisation adoptée, quelles sont les compétences qui sont requises. Donc, Anthony, par rapport à ton expérience dans un milieu international, où probablement la mise en place du BIM a atteint une maturité plus avancée que nous connaissons au Maroc. Pour toi, quels sont les nouveaux métiers ou je dirais quelle est la nouvelle restructuration de l'organisation des projets de construction sous BIM, éventuellement avec les différents profils, les différentes compétences dont on doit avoir besoin et qu'on va devoir préparer pour cette démarche? Dans un premier temps, ça sera d'avoir un maître d'ouvrage qui sait ce qu'il veut. Ça, dans le meilleur des mondes, ça serait qu'on ait un maître d'ouvrage qui connaît ses enjeux BIM et qui connaît aussi ses enjeux gestion, exploitation, maintenance
pour pouvoir avoir une maquette qui dure jusqu'à la fin de la vie du projet. Donc ça serait le premier enjeu. Ou d'avoir un assistant de maîtrise d'ouvrage BIM qui lui pourrait conseiller parce qu'il est aguerri, il a déjà fait des projets, il connaît les besoins. Après, dans un autre temps, ça serait aussi de ne pas imposer une liste d'usages trop exhaustive. J'ai fait de nombreux projets où j'ai vu la liste des 21 usages au niveau du BIM, 21 usages prescrits par MediaConstruct, et où au final, on s'aperçoit que les BIM managers, ils en respectent 5, c'est le bout du monde. Donc, ce serait plutôt cibler les bons usages pour la bonne donnée et le bon résultat. Donc, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, là, mes collègues. Et donc, savoir l'emplacement du projet par rapport à l'ensoleillement, ça, c'est une donnée importante, je pense, chez vous. Ensuite, vérifier la faisabilité du projet grâce à la modélisation 3D. Et puis après, apporter la bonne information au bon endroit. Pour ce faire, on a besoin d'un BIM manager qui contrôle la qualité des maquettes. On a besoin de coordinateurs internes aux entreprises et aussi aux bureaux d'études et architectes, hein, parce que tout part de la conception. Et de bons modeleurs. De bons modeleurs qui savent retranscrire la donnée de l'ingénieur ou de l'architecte, aussi bien sur les lots techniques que sur les lots structurels. Alors, j'aimerais qu'on creuse une question un petit peu plus, Anthony. Il y a parfois des confusions dans la tête des gens, je dirais dans la délimitation entre principalement deux profils qui sont le BIM manager et le BIM coordinateur. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer un petit peu plus les différences dans les rôles entre un BIM manager et un BIM coordinateur? Alors, le BIM manager, lui, ça va être le pilier central, un petit peu le chef de projet de la maquette numérique, qui est le garde-fou de la réussite du projet numérique. Donc, il a à sa charge d'épauler et d'aider l'ensemble des acteurs, aussi bien architectes que bureaux d'études, structures, fluides, ou sinon en exécution, pareil, toutes les entreprises des autres lots. Par exemple, lorsqu'on a des solutions multilogicielles, s'il a la compétence, il se doit d'accompagner les acteurs pour leur dire comment travailler et travailler en open BIM pour faire en sorte que le travail soit de qualité et qu'on ne se retrouve pas prisonnier d'une seule solution dans un premier temps. Après, concernant le coordinateur BIM, lui, il est vraiment interne à son entité. Donc, sa responsabilité, c'est de faire en sorte que la convention BIM soit respectée au niveau de son lot, faire en sorte que la modélisation soit correcte et également respecter le niveau de travail, c'est-à-dire qu'on travaille en BIM de niveau 2 ou pas. Normalement, c'est un classique. Aujourd'hui, on travaille tous en fichier lié et on est censé faire attention à ses collègues lorsqu'on modélise et non pas l'ignorer pour éviter de faire des clashs et éviter d'avoir des surprises sur les chantiers. Donc ça, c'est le rôle du coordinateur BIM et c'est le relais numéro 1 du BIM manager. Le BIM manager ne parle normalement pas avec le modeleur, il parle directement avec le coordinateur BIM lorsque le coordinateur BIM et le modeleur sont deux personnes différentes. Parce que souvent, le modeleur peut avoir la double casquette d'être modeleur et coordinateur. Merci beaucoup, Anthony. Zakaria, sur les quelques projets où éventuellement tu as pu travailler dans un environnement où le BIM était en jeu, est-ce que tu as senti que ces délimitations entre les profils et les compétences qu'elles requièrent commencent à s'éclaircir un petit peu au Maroc? Oui, je pense que ça commence à s'éclaircir, mais encore une fois, peut-être à mon goût, pas suffisamment encore clair. Parce que aujourd'hui, le sentiment que j'ai vu, moi, l'émission BIM et l'engouement qui a été fait, je dirais, sur les formations BIM par différents acteurs, on voyait une opportunité je pense qu'on le voyait de deux manières. Une opportunité pour certains acteurs de faire du BIM management, BIM manager. Pour d'autres, ils savaient qu'ils allaient être obligés à le faire.
Et je pense quelques projets sur lesquels on a vu ces missions BIM, il n'y avait pas une réelle cohésion entre les différents acteurs du BIM. Ça veut dire, comme disait Anthony, entre le modeleur chez le bureau d'études fluides, le modeleur chez le bureau d'études structure, et entre l'architecte et le BIM manager, ils se renvoyaient la responsabilité sur qui met telle partie, qui met telle partie. Et on avait une expérience, on avait vu que certains bureaux d'études n'étaient pas complètement engagés dans cette démarche parce que, à leur sens, ça faisait un travail supplémentaire. Et je pense que ce travail supplémentaire qui était à leur sens, c'était parce que ils ont l'habitude de travailler en 2D, et même si leurs ingénieurs ils étaient formés sur le BIM, il y avait encore de la résistance à la 2D. Ça, c'est une première expérience qui finalement, avec le temps, a été résolue parce que le BIM manager a pu malheureusement prendre encore plus de son temps pour essayer de combler le manque chez les Ce n'est pas la meilleure solution, mais je pense qu'il n'avait pas trop le choix. La deuxième expérience, c'est un maître d'ouvrage qui est très ambitieux, qui allait jusqu'à anticiper pas uniquement l'exploitation de son bâtiment en termes de gestion de maintenance à travers un outil BIM, notamment sur la durée de vie des produits. Il a été encore plus loin à travers l'analyse cycle de vie de son bâtiment. Et dans cette analyse cycle de vie de son bâtiment, il intégrait, comme disait encore une fois Anthony tout à l'heure, la fin de vie du projet ou du bâtiment, quand on arrive à sa déconstruction, sa démolition. Et donc, il était assez ambitieux sur ça. Mais malheureusement, encore une fois, les acteurs en tout cas, cette fois-ci, c'était le BIM manager, n'avaient pas encore cette maturité pour aller jusqu'à faire une maquette qui permet une exploitation durable et maîtrisée et une maintenance préventive avec un choix de matériel qui a une durée de vie bien connue, qui peut alerter sur ces problèmes, qui peut en tout cas être au service d'une maintenance et d'une utilisation durable. Donc je pense que des fois on peut mettre les ambitions très hautes, tant mieux. Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont assez ambitieux là-dessus. Mais je pense que là, on revient sur la maturité de la démocratisation du BIM. Il y a encore du travail à faire. Mais c'est déjà bien. Moi, je suis content qu'on fait déjà, on voit quelques projets BIM ambitieux. Mais il y a du travail à faire. Merci beaucoup, Zakaria. Alors, je rappelle juste à notre cher public qu'ils ont la possibilité de poser des questions au fur et à mesure que nous avançons. Il y a une équipe qui est en train de rassembler ces questions et qu'on va aborder avec nos experts d'ici quelques minutes. Il y a la rubrique questions et réponses. Vous pouvez cliquer dessus et nous poster vos questions qu'on va aborder. Je m'adresse maintenant à Abtissam. Comme nous avons signalé, le BIM commence à susciter l'intérêt. En même temps, il n'est pas suffisamment, je crois, vulgarisé et du coup, beaucoup de gens, ils ont pas mal de questions sur comment aborder une carrière dans le BIM, comment se former dans le BIM. Je pense que tu as eu une expérience assez intéressante. Est-ce que tu peux éventuellement partager avec le public des recommandations sur comment se former sur le BIM et aborder sa carrière dans le BIM, notamment en prenant l'exemple de ton propre cas? D'accord. Alors déjà pour contextualiser, nous dans le cadre de notre domaine de la construction durable, donc on est amené à fédérer un peu tous les acteurs de la construction autour d'un projet pour vulgariser, pour atteindre les objectifs environnementaux et pour atteindre les certifications environnementales qu'on veut. Et donc, dans le cadre de ces certifications et de ces démarches environnementales, on a l'habitude de travailler sur un processus intégré, donc qui intègre tous les acteurs autour d'un projet pour trouver les meilleures synergies et pour trouver les solutions les plus optimales pour le projet, donc pour améliorer les performances environnementales, énergétiques, etc. Sauf qu'avec ce processus-là,
il manquait quelque chose. On se retrouvait avec, des pertes d'informations, avec des dispersions d'informations. Et donc, on avait besoin d'un outil qui centralise un peu toutes ces informations-là et qui fédère tout le monde autour des mêmes outils. Et donc, on a pensé au BIM, avec Zakaria au sein d'Atoeco et au sein de Systemree. Et j'ai intégré le master de l'Hassania, BIM et ses applications. Et donc, c'est là où j'ai commencé à toucher un peu à cette démarche, aux objectifs du BIM, donc le collaboratif, et comment est-ce qu'on pourrait combiner éco-conception et démarche collaborative. Et donc, un BIM intégré qui donne les outils et qui permet, grâce à l'automatisation autour de la maquette numérique, de faire les différentes simulations, de voir le comportement d'un projet par rapport à son environnement extérieur, par rapport aux données climatiques, par rapport à sa capacité, les orientations, etc. Donc, ces évaluations-là qu'on pourrait faire sur un projet dès les premières phases de conception, et d'avoir une information qui est centralisée sur une maquette numérique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des pertes d'informations, que ce soit en termes de surface de projet, de matériaux de construction, etc. Donc, ça nous aide beaucoup dans notre domaine. Je ne vous cache pas qu'à ce stade, il y a des petits soucis d'interopérabilité. C'est-à-dire que si on exporte des maquettes à partir des logiciels de 3D, nous, pour notre cas, ce n'est pas l'IFC, mais c'est le format GBXML qu'on utilise. Donc, il y a de la perte d'informations. On a du mal à avoir la même enveloppe thermique, le même zoning thermique que ce qu'on avait que ce qu'on a modélisé sur le logiciel de 3D. Donc, ça nous limite un peu. Mais quand même, ça reste un très bon outil pour centraliser l'information et pour faire de bonnes décisions. Donc, c'est un moyen de décision, de prise de décision qui va fédérer un peu tout le monde autour d'un même outil, d'une même maquette pour atteindre les objectifs définis. Merci, petit Sam. Anthony, dans la foulée de comment peut-on avoir un profil bien formé dans le BIM, si nous prenons, on va dire, trois profils principaux qui ont été évoqués ce soir, à savoir le BIM manager, le BIM coordinateur et le modeler, un par un, si on doit citer les principales compétences à acquérir dans une formation pour pouvoir éventuellement jouer ce type de rôle. Qu'est-ce que tu citerais dans cette liste? Alors, moi, je vais vous parler, mais je vais vous parler plutôt de quelque chose qui est plutôt français, parce que je ne connais pas chez vous comment ça se passe. Moi, je suis issu d'un master de management de projet option BIM, mais avant cela, je suis ingénieur électricité, j'ai une spécialité. J'ai fait du chantier, j'ai fait du suivi de chantier. J'ai une formation aussi génie climatique, donc ce qui m'a permis aussi d'avoir un bagage. Ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est qu'on vient au BIM parce qu'il y a une opportunité de savoir se former à un logiciel sans avoir aucune spécialité et poser des objets à droite, à gauche sans savoir vraiment pourquoi ils sont là. Donc déjà, la première des choses, ça serait d'avoir sa spécialité dans le domaine du bâtiment pour pouvoir après basculer dans le domaine donc soit de la modélisation, soit de la gestion de projet. À partir de là, une fois qu'on a sa spécialité, d'après ce que j'ai compris, je crois, dans les pays du Maghreb, vous avez une formation de génie civil d'abord, et puis après, vous faites des spécialités, électricité, MEP et autres. Donc, ce serait vraiment d'avoir sa spécialité. Pendant l'obtention des premières années, se former donc, au logiciel, donc en étant modeleur, pour pouvoir apprendre toutes les petites astuces et éviter tous les petits couacs, parce que Revit, quand on travaille sur Revit, c'est très capricieux. Donc déjà, apprendre ça, et puis multiplier les projets pour faire en sorte que l'expérience soit là,
Et c'est en faisant des projets, en lisant des conventions d'autres, des managers, qu'on devient des managers parce qu'on récupère de l'expérience. Et aussi, on voit comment d'autres travaillent. Et après, entre guillemets, on a son mentor. Moi, je sais que j'ai un mentor en France qui m'a formé, qui m'a appris beaucoup de choses. Et sans avoir fait la formation chez eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Anthony. Alors, j'aimerais revenir sur la question du thème et faire le tour de table, avoir l'opinion de chacun. Alors, la généralisation du BIM, est-ce une opportunité de carrière ou bien une barrière à l'entrée pour le secteur du BTP? Petit Sam, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi? Alors moi, je pense que l'intégration du BIM, ce n'est pas une barrière, mais plutôt une opportunité pour améliorer les projets, pour améliorer la gestion de projets, nos manières de faire, pour mieux anticiper les aléas de chantier, pour optimiser tout ce qui est temps, délai, pour intégrer aussi tout ce qui est développement durable, les enjeux climatiques, etc. Donc, ce serait un bon outil pour aider l'intégration de ces éléments-là et donc un outil aussi de prise de décision. Donc, c'est plutôt une opportunité à saisir pour l'intégration de ces éléments et non pas une barrière pour le domaine du BTP. Merci beaucoup, Petit Sam. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la généralisation du BIM représente la création de nouvelles opportunités de carrière ou bien c'est carrément une barrière à l'entrée? C'est-à-dire, si on ne dispose pas de ces compétences, est-ce que ça ne va pas devenir éliminatoire? Encore une fois, d'un point de vue extérieur, vous avez une opportunité au Maroc, grâce au BIM, de pouvoir participer à des projets faramineux, d'une grandeur. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient travailler sur les projets que vous allez avoir au Maroc. Donc honnêtement, formez-vous dès maintenant parce qu'il va y avoir des opportunités. Et puis, au-delà de ça, ça va vous permettre aussi, pour ceux qui ont envie de s'expatrier, de venir en France ou d'aller même à Dubaï pour pouvoir travailler parce que les projets sont là et l'expérience que vous allez engranger va faire de vous des experts dans le domaine. Donc pour moi, c'est une grosse opportunité que vous avez. Merci beaucoup, Anthony. Zakaria? Je pense que pour répondre à ta question, il est obligatoire d'utiliser le BIM par rapport à notre responsabilité sociétale, environnementale, avec tous les problèmes auxquels on est confronté, qui ont été rappelés par Tissane et par moi au début. C'est pas une opportunité, c'est nécessaire. Et l'État, les pouvoirs publics doivent contribuer à ça, parce que nous avons des objectifs affichés à l'échelle internationale pour réduire notre impact, même s'il n'est pas assez significatif par rapport à d'autres pays comme la France ou je dirais les pays de l'hémisphère nord. Mais aujourd'hui, comme disait peut-être Anthony, c'est une opportunité. Maintenant, pour compléter, je pense, dans ce cadre de cette démarche, je ne critique pas le mode de construction dans certains pays, mais aujourd'hui, on a fait tellement d'erreurs dans des pays qui ont développé leur espace urbain, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, sur lesquels nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a un contexte local, marocain, maghrébin, africain, qui a ses particularités. Des bureaux d'études BIM pour ne pas afficher que le côté négatif que je partageais tout à l'heure sur les erreurs sur lesquelles nous devons capitaliser pour améliorer notre pratique dans le BIM. Mais là, on a des bureaux d'études, il y a des super projets au Maroc, des projets universitaires comme l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, à Rabat, à Khawaïn, à Ifrane et d'autres projets d'hôpitaux, de CHU et d'autres qui sont complètement en BIM avec des bureaux d'études marocains et avec une expertise assez pointue sur ces questions-là. Donc, en résumé,
le BIM est obligatoire, les compétences sont disponibles, la maîtrise est disponible. Il faut capitaliser sur les erreurs et continuer à s'améliorer. On ne peut pas tout maîtriser du premier jour. Et ce qui est indispensable et obligatoire, c'est de ne pas faire les erreurs des autres. Contre ces erreurs-là, ce serait pour moi très bête. Malheureusement, c'est ce qui se produit dans d'autres domaines. Il faut éviter de faire ces erreurs. Voilà. Merci beaucoup, Zakaria. Alors, on va passer aux questions du public. Je saisis cette occasion pour rappeler encore une fois à notre cher public que vous pouvez poser vos questions sur la rubrique QR et nous allons nous faire un plaisir de l'adresser à nos experts. Je vais commencer par la première question. Je vais l'adresser à Abdissam. Enfin, j'ai eu le plaisir de siéger dans le jury de soutenance de Abdissam sur son master BIM et application. Donc, je sais où est-ce qu'elle a appliqué le BIM sur ce PFE. Et du coup, je pense que c'est une question qui est toute faite et destinée à Abdissam. Alors, un de nos chers auditeurs nous pose cette question: comment peut-on utiliser le BIM pour les petits projets et pour les petits entrepreneurs? D'accord. Alors, pour partager avec vous ma petite expérience, donc sur un projet qui était initialement développé d'une manière traditionnelle, il n'y avait pas de BIM. Et donc, nous, on assurait le rôle d'un AMO environnement, donc pour la certification HQE et WELL sur ce projet. Et avec le maître d'ouvrage et avec les équipes, on s'est rendu compte qu'en avançant dans les phases du projet, on trouvait qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions qui n'étaient pas adaptées au projet et que chacun des acteurs, il développait et il proposait des solutions indépendamment des autres lots. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas de trouver des synergies et des solutions optimales qui feront profiter le projet. Et donc, on a eu avec le maître d'ouvrage la discussion, on lui a proposé le BIM et du coup on a abordé le BIM sur ce projet vers la phase DCE, donc début de phase DCE. On a repris toutes les études qui ont été faites avec les différents responsables techniques, des lots techniques, donc le bureau d'études, l'architecte. Et donc c'est à ce moment-là où on a commencé à voir le projet dans une approche holistique, de voir les interactions des différents lots et de voir où est-ce qu'on les éléments sur lesquels on peut agir pour optimiser le projet, que ça soit sur le volet technique, que ce soit sur le volet environnemental ou bien architectural. Et donc, en faisant cette intégration-là et en combinant tous les éléments et en ayant une vue globale et holistique du projet, on a vraiment pu tirer le meilleur de ce projet-là. Et on a eu même, donc on a fait des simulations pour l'exécution après du projet, combien de temps on aurait besoin le projet pour la construction et pour chaque phase de développement du projet. Optimisation aussi en termes de matériaux, donc pour éviter les chutes des matériaux, pour optimiser la production des déchets en phase chantier. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire un calpinage? Comment est-ce qu'on pourrait adapter les matériaux et les systèmes par rapport à ce qu'on avait et non par rapport à la conception initiale. Merci beaucoup, Petit Sam. Donc, je vois que le professeur Hassan Jarar a réussi à nous rejoindre. C'est Hassan, bonjour. Bonjour, Saad Brani. Alors, je vais revenir aux questions panélistes. Surtout, il y a une question qui, à mon avis, est importante à aborder. C'est Hassan, avec l'expérience tu as issu du milieu universitaire, mais en même temps bien implanté dans des projets de recherche de développement industriel. On se posait la question par rapport
dans les conditions du marché marocain en termes de demande de compétences, mais aussi d'offres de formation, pour toi, quelle serait la meilleure façon de se former et dans quel type je dirais, de cursus et de spécialité pour se préparer à prendre cette vague du BIM au Maroc? Alors, merci, Saad Brani. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de cet excellent webinaire qui est très important, qui permet de soulever un petit peu tout ce qui est en relation avec la formation en BIM et aussi la généralisation du BIM. Alors, à mon avis, il existe plusieurs façons de se former dans le domaine du BIM, mais avant de commencer une formation dans le secteur du BIM, il faut tout d'abord avoir une expérience dans le domaine du génie civil de manière générale. Parce que le BIM, bien sûr, c'est une philosophie, c'est une culture, mais qui nécessite une expertise métier dans le domaine du génie civil. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir une expérience dans le domaine de gestion de projets, de construction de manière globale. Alors, la meilleure formation de se former, c'est de chercher une formation certifiante. Il existe plusieurs certificats dans le domaine du BIM. Alors, il y a le certificat de Building Smart, comme vous savez, hein. Il y a aussi d'autres masters qui sont déjà certifiés, CGE par exemple. Il y a d'autres formations de courte durée comme les formations CSTB, Socotec, etc. Alors, je pense, avant de choisir une formation, il faut tout d'abord définir un objectif, parce que le BIM, c'est un peu général. Euh, L'objectif, il est très important de le définir avant de commencer n'importe quelle formation. Est-ce qu'on souhaite aller vers tout ce qui est BIM modeler? Est-ce qu'on souhaite aller vers tout ce qui est BIM coordonnateur ou BIM manager? Alors, comme il a dit Monsieur Anthony, BIM manager nécessite vraiment des années et des années d'expertise dans le domaine de BIM et dans le domaine de management d'un projet de construction. Alors, il y a certains ingénieurs et certains profils qui cherchent à devenir un BIM manager sans passer par BIM coordonnateur, sans passer par une expérience réelle dans le domaine de la gestion d'un projet de construction. Je pense qu'il faut aller chercher dans un premier temps une formation de BIM coordonnateur, une expertise en tant que BIM coordonnateur et par la suite s'inscrire dans une formation de BIM manager. Mais l'expérience, elle est très importante si on souhaite acquérir compétences BIM manager. Merci beaucoup aussi Hassan. Je reviens aux questions du public et cette question est adressée à Anthony. Alors, le BIM étant une approche de travail en réseau, nous avons quelqu'un du public qui se demande si cette approche ouvrira l'opportunité à des collaborations internationales. C'est-à-dire, si moi, je me forme à l'un des métiers du BIM, est-ce que je pourrais espérer participer à des projets internationaux sans pour autant être expatrié ou basé à l'étranger? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, j'ai travaillé avec l'architecte Foster à Londres et pourtant j'étais à Marseille. Il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui permet ça aujourd'hui, c'est l'environnement commun de données, la plateforme du bâtiment, la plateforme numérique. À partir du moment où on travaille tout sur la plateforme et que toute l'information est accessible à n'importe qui du projet, il n'y a aucune barrière. Dire qu'on est obligé d'être dans la même ville ou dans le même bureau pour faire un projet, après l'épisode Covid, aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, on a des outils, on peut faire des conférences. Ben là, avec Zoom, on fait un webinaire, on peut très bien faire des réunions de travail. Il n'y a pas besoin d'être à côté pour pouvoir faire des bâtiments et faire de la construction. Donc, à partir du moment où on a un bon environnement commun de données, alors il y en a plein, je vais citer de personnes, mais si vous regardez sur les Marrakech du BIM, il y avait un intervenant qui est venu présenter sa plateforme. Voilà, je ne dirai pas son nom. Mais
Si le projet est structuré et qu'en amont, on prend les besoins dans l'environnement commun de données, pour moi, il n'y a pas de frontière. Hormis peut-être la barrière de la langue, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ok, merci beaucoup Anthony. Une question pour Si Hassan. Peut-on parler d'une adoption des solutions BIM vis-à-vis des organismes publics tels que l'ANCFCC, surtout en copropriété? Est-ce qu'il y aurait peut-être une réticence à ce genre de migration? Alors, il y a déjà des expériences réussies d'intégration de BIM au niveau des établissements publics. Je peux citer l'ANEP, l'Agence nationale d'équipement public, qui travaille actuellement sur pas mal de projets en construction en utilisant le BIM. Ils ont déjà élaboré une charte BIM, ils travaillent maintenant sur pas mal de projets pilotes en BIM. Je pense actuellement, le BIM il est largement utilisé dans surtout dans le secteur privé, mais sa généralisation dans le secteur public, ça va prendre un peu de temps, d'accord? Euh, Pourquoi? Parce que le domaine des établissements publics travaille avec un process un peu particulier par rapport aux établissements privés, c'est-à-dire c'est facile d'intégrer le BIM dans les établissements privés par rapport aux établissements publics. Il y a aussi le volet juridique. Le problème du BIM au Maroc, on n'a pas vraiment un cadre juridique qui permet de bien cadrer l'utilisation du BIM. Alors, le fait de l'intégrer dans un cahier de charge, par exemple, dans un objectif de lancer un appel d'offres, on doit vraiment s'assurer que le BIM est cadré d'un point de vue juridique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan juridique en ce qui concerne le BIM au Maroc avant de commencer de l'utiliser réellement dans le secteur public. Mais en absence de cadre juridique, je pense que nous pouvons aller dans la direction de l'utilisation des normes et standards. Alors, nous avons Imanor qui représente l'Institut de normalisation au Maroc. Si on intègre au niveau de Imanor les normes et les standards BIM, ça va nous faciliter la tâche de l'utiliser dans le cadre, dans le secteur public au Maroc. Donc, il y a ce point de le volet juridique un peu qui pose problème. Merci, c'est Hassan. Une autre question pour Anthony. Avec le recul que tu as sur un marché où le BIM a une maturité plus avancée que nous avons au Maroc, quelles seraient les recommandations éventuellement à nous faire, c'est-à-dire les not to do, c'est-à-dire quelles sont les erreurs qui ont été commises dans l'adoption du BIM dans les marchés plus matures et que le Maroc devrait éventuellement éviter comme c'est encore un chantier. Vous savez, le BIM, on a beau dire, mais en France, c'est pas non plus très abouti encore, hein. On a quelques gros projets où les majors sortent leur épingle du jeu, mais si vous voulez, à partir du moment où chez nous, l'État n'a pas la conviction ni l'envie d'imposer le BIM et où on est juste influencé à aller vers le BIM, il n'y a pas tous les acteurs qui sont contents de basculer vers le BIM. Il y en a même certains qui ne veulent pas y aller et qui resteront sur AutoCAD. Donc, bon, comme je vous ai dit, vous avez une opportunité vous, de pouvoir y aller, donc allez-y. Après, qu'est-ce que vous pouvez éviter? Honnêtement, juste formez-vous maintenant que vous pouvez parce que vous avez tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Parce que nous, chez nous, en termes de formation, aujourd'hui, je vois qu'on vend des formations de BIM manager à l'appel à des personnes qui n'ont aucune connaissance du bâtiment. Et on se retrouve avec un grand nombre de BIM managers qui donnent des conseils à des anciens qui ont fait beaucoup de construction et qui, en fait, sont déconnectés de la réalité. La réalité, c'est pas le BIM, hein. La réalité, c'est le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain pour après pouvoir parler d'une maquette numérique.
Merci beaucoup, Anthony. Moi, je pense effectivement que nous avons une certaine tendance parfois à gadgetiser la technologie, à croire que la solution, c'est la technologie, alors qu'à mon avis, la technologie est plus le facilitateur de solutions. Et comme tu viens de dire, souvent, il faut chercher les solutions dans la réalité du terrain. Une question pour Zakaria. Euh, Par rapport à la relation entre les parties contractantes, est-ce que la mise en place du BIM avec son aspect conventionnel, son aspect charte, est-ce que c'est quelque chose qui est là pour améliorer les relations entre les relations contractuelles entre les parties contractantes ou plutôt de les compliquer? Je pense que les acteurs aujourd'hui qui travaillent dans le BIM au sein d'un collectif, d'un groupe sur un projet, euh, comme ça a été dit juste avant, ils font appel au BIM comme un outil facilitateur pour échanger, pour optimiser, pour voir les solutions, pour faire de la synthèse et, comme ça a été dit avant, éviter les erreurs. Les documents conventionnels, les chartes, la charte BIM et aussi, je pense que c'est ça qu'un cabinet peut avoir. Vérifier les accords, les règles auxquelles on a convenu en cas de désaccord. C'est ce que j'observe sur quelques projets sur lesquels nous intervenons qui est du BIM. Mais ce n'est pas un sujet qui est. Je pense que les acteurs ne prennent pas ces documents comme une bible, qui la gardent à leur archevet et qui la suivent à la lettre. Je pense qu'il faut plus appel à leur intuition, à leur un mélange entre les pratiques habituelles qu'ils ont avant et l'arrivée du BIM qui influence la façon de faire, certaines façons de faire. Les documents de référence sont utilisés uniquement en cas de désaccord. Pour revenir à la question de terrain, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu observer. Merci beaucoup, Zakaria. Je remercie l'ensemble de nos experts qui nous ont accompagnés ce soir sur cet excellent et intéressant webinaire. Je crois que nous avons pu couvrir l'ensemble des questions de notre cher public. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.